Bonjour à tous. Cette vidéo, nous allons reprendre un petit peu l'analyse dialectique de la situation. Et si vous voulez, les réflexions dernières m'ont invité à vraiment définir ce qu'est la véritable stratégie de la peur. Alors j'ai intitulé cette vidéo La société de la peur, puisque la société de la peur, c'est effectivement la société dans laquelle nous sommes actuellement, qui dirige par la peur à travers un triptyque que je vais définir ici, qui est le triptyque suivant. Donc d'abord sur la question évidemment du virus, qui est central aujourd'hui, mais qui en réalité qui a un aspect qui est en train de s'installer durablement dans l'espace, on va dire, enfin, dans l'horizon de chacun, hein. Donc la peur du virus. Ensuite, deuxième peur dans ce nouveau paradigme qui existe depuis un moment déjà, c'est la peur du terrorisme. Et en vérité, derrière la peur du terrorisme, on va voir que c'est la peur de l'islam. Et enfin, une peur sociale, ce que je vais définir plus dans le détail après. Donc voilà le triptyque, je vais déjà donner le triptyque, et maintenant je vais essayer de définir de manière détaillée ce triptyque. Alors tout d'abord, première peur, effectivement, qui est vraiment nouvelle depuis 2020, enfin qui s'est installée durablement, elle existait avant mais de manière beaucoup plus marginale, c'est la peur du virus, la peur de tomber malade, qui existait déjà, cette peur de tomber malade, la peur de la souffrance, que en réalité on découvre, enfin on se rend compte vraiment aujourd'hui combien la médecine depuis longtemps s'est servi de cette peur-là justement pour que des entreprises, pour que toute l'industrie pharmacochimique prospère. Et aujourd'hui, on mesure ça vraiment à travers cette grossière crise, fausse crise du coronavirus, qui est là en réalité pour nous vendre tout d'abord des tests, maintenant des masques et ensuite des vaccins. Et puis après, il sera encore autre chose, il y aura des traitements, etc. Donc on est effectivement tenu par cette peur de la maladie et de la souffrance, qui fait qu'on accepte des lois telles qu'un confinement. Effectivement, le confinement a été accepté par une très grande majorité de la population. Moi, j'ai fait partie de la minorité qui ne l'a pas accepté, mais qui est obligé de fermer sa gueule, parce que sinon voilà, c'était des amendes, c'était peut-être même la prison si j'insistais, hein. Et puis, la peur de la souffrance, même en général, qui fait qu'aujourd'hui, on n'accepte même plus cette souffrance. On est prêt même à aller jusqu'à l'euthanasie, hein. C'est l'étape suivante, je pense, qui a déjà été mise en place de manière, je dirais, enfin de fait, hein, pendant le confinement, quand on a euthanasié les personnes âgées, on a euthanasié nos vieux, quoi, de certaine manière. Voilà. Et moi, pour moi, l'euthanasie, c'est l'état nazi. Voilà, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que l'euthanasie, bon, derrière la petite punchline, en réalité, c'est une manière de se débarrasser de tout ce qui est inutile à la société, d'une certaine manière, voilà, de réguler comme ça par quelque chose. Et puis en même temps, on instille, effectivement, on montre, on met en avant. Il y a un film américain qui va sortir d'ailleurs, avec Susan Sarandon, qui joue le rôle d'une femme qui est relativement âgée, mais pas non plus, voilà, et qui effectivement décide de mourir parce qu'elle, je crois qu'elle est malade. Enfin bref, et elle a envie voilà, elle a envie de se laisser mourir. Elle a décidé de la date de sa mort. Et il y a des gens qui sont même pas malades, mais simplement qui ont une forme de lassitude de vivre, et qui veulent décider de mourir à tel moment, à tel endroit, etc. Et ça, effectivement, c'est le summum de l'individualisme et du fétichisme, enfin du narcissisme, etc. C'est vraiment terrible parce qu'on en arrive à une situation où la médecine va être au service du caprice de chacun, ou même va peut-être même obliger les gens, même si c'est pas leur désir, à mourir. Et on a vu déjà ce genre de choses se faire dans les maisons de retraite où on a euthanasié des gens, et d'ailleurs on les a comptabilisés comme étant morts du Covid, alors qu'en réalité ils ont été euthanasiés. Voilà, donc ça, on voit qu'on a effectivement une peur aujourd'hui énorme, très, très forte, qui s'est installée dans la population, peur de la maladie et de la souffrance, qui nous pousse vraiment à toutes les courbettes, toutes les génuflexions possibles. Deuxième peur, c'est la peur du terrorisme, qui est déjà assez forte depuis quelques années aussi. Et donc il y a les attentats de Charlie, il y a les attentats du Bataclan pour les plus importants, mais c'est vrai que régulièrement il y a un petit attentat par-ci par-là. Encore là, on a eu encore près de Charlie Hebdo, comme par hasard, à un moment où se passe le procès de Charlie Hebdo, on a près des anciens locaux un espèce de débile pakistanais là qui est venu avec un hachoir et a attaqué deux personnes. On en a fait effectivement une affaire d'attentat qu'on a mis sur le même plan. Et du coup, on vient remettre un petit peu de l'huile sur le feu sur la peur du terrorisme. Mais au-delà des actes terroristes, c'est la peur de l'islam, puisque effectivement, qui dit terrorisme aujourd'hui dit islamisme, donc dit islam. Et en réalité,
La peur de l'islam est aussi un moyen de contrôle des populations. À travers la peur de l'islam, on divise les populations. On divise les populations entre musulmans et non-musulmans. On divise les populations. Il y a toutes les affaires de la jupe qu'on a vues récemment, hein, qui est vraiment là où les affaires de l'histoire de pudeur, etc. Qui fait que là-dedans, moi qui ai une position intermédiaire qui défend la pudeur helléno-chrétienne, qui a fait partie de je veux dire, de notre culture pendant des siècles et des siècles, eh bien ça on le remet en cause, soi-disant dans un combat contre l'islam. Alors que ce combat n'a pas lieu d'être en réalité, c'est un combat totalement artificiel et totalement marginal, comme l'histoire du Burkini, c'est-à-dire régulièrement on nous sort comme ça, d'ailleurs tous les étés on nous sort l'histoire du Burkini, des seins sur la plage, d'une femme, c'est toujours un petit fait divers isolé, et on en fait effectivement une grande affaire. On est dans l'hyperbolisation de petits faits divers vraiment locaux et vraiment très marginaux, pour en faire effectivement des affaires quasiment de guerre civile entre les musulmans et le reste des Français, quoi. C'est vraiment. On polarise vraiment quelque chose là-dessus. Et effectivement, on entretient une peur, on a installé chez les gens une peur du musulman, une peur de l'arabe, on peut dire ça même clairement. Et du coup, ben voilà, on en est dans cette situation effectivement où les gens se méfient les uns des autres. Et effectivement, dès qu'on est un peu bronzé et qu'on peut avoir l'air d'un musulman, effectivement, ben on peut ressentir l'hostilité de l'autre. Et enfin, la peur sociale. Alors la peur sociale, elle existe aussi depuis encore plus longtemps. C'est la peur du chômage. C'est le libéralisme qui, dans sa phase où effectivement il a repris du poil de la bête après les années 80, euh, où là on a vu effectivement, on a depuis des années une destruction de tout l'appareil industriel en France. Et maintenant, avec la nouvelle révolution qui est en train de se mettre en place, la nouvelle révolution industrielle, j'en ai je crois déjà parlé brièvement dans une vidéo dernièrement, qui va te mettre en place avec le fameux grand reset, hein. C'est le Forum économique mondial de Davos qui va le mettre en place dès 2021. C'est Attali en parlait aussi dans ses conférences il y a quelques temps. C'est ce fameux grand reset économique, c'est-à-dire par exemple la disparition de la plupart des emplois qui existent encore aujourd'hui. Et demain, c'est donc deux types d'emplois qui seront vraiment les plus répandus. Ce sont les emplois, surtout dans le secteur, soit de tout ce qui est création de contenu informatique, et donc ou commerce à travers l'informatique, etc. Et de l'autre côté, donc ça c'est pour tous les gens qui seront connectés, voilà, qui seront dans ce milieu-là. Et de l'autre côté, on aura donc tous les gens qui sont plutôt dans ce qui est l'ubérisation. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas capables de travailler dans ce milieu-là seront les Uber, les chauffeurs Uber, les livreurs Uber, etc. Comme on voit déjà aujourd'hui, surtout dans les grandes villes. Donc ça, ce sera la prochaine masse de travailleurs qui se trouvera dans ces deux boulots-là. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas quel est le mieux, parce que entre passer euh, parce que demain, bon, on ne sait même pas s'il y aura des retraites, mais déjà, on va dire passer plus de 40 ans de sa vie, chaque jour, se taper les bouchons, le métro le matin, rester 8 heures par jour devant un écran d'ordinateur, dans un open space, là, je ne sais pas si c'est mieux que livrer des repas à vélo, hein. Je ne sais pas lequel est vraiment le mieux, parce que à la longue, c'est pas forcément, comme vie, c'est pas forcément terrible, hein, la vie de développeur, développeur web. C'est pas forcément une vie de rêve, hein. Vous voyez, c'est pas, faut pas. Voilà, je sais pas ce qui est vraiment le mieux en réalité. Enfin bref, ça c'est un petit commentaire personnel. Donc voilà, la peur du chômage, la pression sociale aussi, la peur de sortir du groupe. C'est aussi ça la peur sociale. C'est la peur d'être différent. C'est la peur, par exemple, quelqu'un comme moi qui, dès le début du confinement, a dénoncé le confinement, j'en ai pris plein la gueule. Et effectivement, c'est assez dur parce qu'on ressent une sorte de. On est comme exclu. Exclu d'un groupe, exclu des siens, parce qu'on pense différemment. Voilà, alors j'ai pas eu, dans mon entourage proche, j'ai pas eu vraiment de gros sentiments d'exclusion, mais il y a des gens qui ont été très très violents, des gens qui normalement, je veux dire, sont contents de me voir, sont très courtois avec moi, etc. Même bien même. Et puis juste parce que j'ai dit que le confinement, je pensais que le confinement n'était pas une bonne chose, j'étais traité d'assassin, quoi, vous voyez. Et effectivement, c'est cette peur sociale, cette peur de sortir du groupe, cette peur de ne plus avoir la reconnaissance de ses pairs parce qu'on prend une position. Et bien, c'est ce qui aussi empêche toute contestation de ce système de stratégie de la peur et qui fait que les gens l'acceptent parce qu'ils ont peur, effectivement, de jour au lendemain de se retrouver bannis socialement, soit perdre leur boulot, hein, dans le pire des cas, soit perdre leur cercle d'amis, leurs famille, etc. Donc on voit
comment s'installent ces sociétés de la peur, vous voyez ce triptyque, donc peur du virus, peur de la maladie, peur de la souffrance, peur du terrorisme, peur de l'islam, et puis la peur sociale, la peur donc de soit d'être viré simplement de son boulot, ou de perdre, voilà, de ne plus appartenir à un groupe social. Et effectivement, aujourd'hui on voit que le système est très efficace cette stratégie de la peur, et c'est pour cela qu'on a vraiment un terreau favorable à ce que s'installe une forme de totalitarisme, même si pour l'instant ce totalitarisme il est derrière le masque justement euh, du, euh, comment dire, un masque soft, on va dire. C'est Love Story, vous voyez. C'est les gens qui sont enfermés dans une espèce de villa, voilà, avec des beaux canapés et puis une piscine. Vous voyez, mais demain, ça ressemblera plus à, à l'Union soviétique sous Staline ou à ce qu'on a connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc on n'en est pas encore là, mais on a la marche vers cela. Voilà. Et effectivement, là, on voit tous les jours, ne serait-ce qu'encore avec j'en ai parlé dans une vidéo récemment des arrestations qu'il y a eu, que ce soit des arrestations de youtubeurs soi-disant accusés de harcèlement, ou que ce soit vraiment d'écrivains qui font du travail de fond beaucoup plus abouti, on va dire. Euh, Toutes ces persécutions, ces arrestations arbitraires ne sont que le début d'une société totalitaire qui est en train de se mettre en place. Voilà. Et effectivement, on a tous les petits Gauleiters là, qui sont en train d'être placés. On a vu par exemple avec le préfet l'allemand, hein, c'est-à-dire qu'on place vraiment les gens, des petits dictateurs locaux, et, euh, et on voit que ces petits dictateurs locaux ont vraiment un malin plaisir à exercer leur névrose et à la défouler sur les gens. On a vu avec les Gilets jaunes ce que ça a donné. Dans la police, je pense aussi comment dire, qu'on met en avant justement les plus fous furieux, quoi. Voilà, ceux qui sont prêts à se défouler sur les gens, sur le peuple. Et effectivement, c'est ça qui est inquiétant. Donc le truc, c'est qu'il faut, je pense à mon avis, bien identifier déjà cette stratégie de la peur, bien réfléchir sur la question, et voir comment on peut, dans tous les cas, échapper à cette stratégie de la peur. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la maladie et de la souffrance. Et pour ça, je vous invite à aller voir les vidéos de Thierry Casasnovas, entre autres, hein, il n'y a pas que lui, mais lui, il vous mènera vers d'autres sur des sujets plus précis et plus pointus. Mais effectivement, tout ce qui est l'hygiénisme, tout ce qui est le retour à une alimentation plus naturelle, le retour à la terre, le retour au réel, à la nature, au vivant, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous échapper justement de tout ce système médical corrompu. Parce qu'on a vu, effectivement, on a vu à quel point les grands médecins sont corrompus, pas les petits médecins de quartier, mais la grande médecine en France et toute l'industrie pharmacochimique, etc. On voit à quel point ces gens-là sont corrompus et effectivement veulent nous faire de nous des cobayes et, euh, et puis des vaches à lait, quoi. Voilà, ils veulent nous rendre malades pour qu'on paye derrière, pour qu'ils nous maintiennent plus ou moins en bonne santé. Et en réalité, tout cela, c'est des gens, ce sont des fous furieux, ce sont des docteurs Frankenstein. Il faut s'échapper de ce système-là en disant, nous n'avons plus besoin de la médecine, nous pouvons nous prendre en main tout seuls. Nos lointains ancêtres ont vécu comme ça pendant des siècles et des siècles. Pourquoi pas nous? Et donc c'est vers ce paradigme-là qu'il faut aller, il faut réfléchir. Je dis pas qu'il faut dire merde à son médecin du jour au lendemain, mais il faut réfléchir de cette manière-là pour déjà échapper à cette peur-là. Ensuite, pour ce qui est de la peur du terrorisme et de l'islam, je sais que c'est assez compliqué parce là aussi, il faut déconstruire beaucoup de choses, mais l'islam, euh, intéressez-vous vraiment à l'islam, ce que dit l'islam. Dites-vous bien que en réalité, les musulmans, contrairement à ce qu'on dit, alors il faut que je fasse une vidéo spécifiquement là-dessus, mais il y a beaucoup de fantasmes autour de l'histoire du grand remplacement. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ce qu'on appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est cette fameuse théorie qui vise à dire que les musulmans en France feraient semblant d'être des Français plus ou moins intégrés, et en réalité euh, à attendre le moment où ils prendraient le pouvoir. Enfin, ça, ce sont des fantasmes complètement délirants. J'ai déjà expliqué, allez voir ma vidéo sur l'affaire Mila, où j'explique pourquoi les musulmans, et en l'occurrence les maghrébins, puisque c'est essentiellement d'eux dont on parle en France, euh, ne sont pas en mesure et ne pourront jamais prendre le pouvoir en France. Sauf effondrement généralisé et que d'ici là, ils soient 20 millions, au lieu d'être aujourd'hui, en réalité, ils sont pas grand-chose, hein. Ils sont peut-être, je sais même pas s'ils sont 1 million en réalité. C'est pareil, là aussi, on grossit beaucoup vous savez, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais qui a été censurée par YouTube, où j'expliquais comment on, on a souvent une perception de la réalité qui est bien plus grande que ce qu'elle est réellement, et en l'occurrence quand il s'agit de minorités particulièrement visibles.
Je peux vous dire que les Maghrébins, je suis en train de faire un travail énorme là-dessus, hein, de, euh, comment dire, bon, je vais pas dire le mot parce que je peux pas le dire, mais bon, on va dire un travail vraiment pour donner une photographie de ce qu'est vraiment l'immigration en France. On va dire ça comme ça, parce que je peux pas le dire autrement. Parce qu'il y a une question de problème de loi là aussi, malheureusement. Et bref, je dis ça parce que il faut vraiment comprendre que le problème de l'islam est bien plus marginal qu'on ne le croit en France. Et je dis pas ça parce que je suis pas un musulman déguisé, hein. Moi, je suis catholique, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, c'est juste que comment dire, j'ai l'impression qu'on grossit vraiment le problème musulman pour justement en avoir peur et pour justement nous détourner et empêcher qu'à un moment donné, qu'on soit musulman ou pas, ou n'importe quoi, je veux dire, qu'on dise stop, stop à cette stratégie de la peur. Et c'est ça le plus important aujourd'hui, quelle que soit sa religion. Voilà, après, on n'est pas obligé d'aimer les musulmans, de leur tendre la main, hein. C'est pas la question. Vous n'êtes pas obligé d'aimer votre voisin musulman, mais comprenez que l'ennemi principal n'est pas lui. Au contraire, lui peut être un pion dont on peut se servir à un moment donné, si lui est assez bête pour tomber dans le piège. Mais normalement, voilà. Et c'est pareil pour les musulmans, hein, ce que je suis en train de dire là. Voilà. Donc je pense effectivement que l'islam aurait été, je crois pas, comme disent les théoriciens du grand remplacement, que dans 30 ans, il y aura 20 millions de musulmans. Non, il n'y aura pas 20 millions de musulmans en France dans 30 ans. Je n'y crois absolument pas. Peut-être dans 150 ans, peut-être, et encore, parce qu'il peut se passer tellement de choses en 150 ans, mais en 30 ans, c'est impossible. Je n'y crois absolument pas. Voilà, après, bon, on peut en discuter, hein. Il suffit de mesurer déjà sur les dernières années, sur les 30 dernières années, ça n'a pas été le cas. Donc je vois pas pourquoi ça le serait dans les 30 prochaines années. Voilà. Alors que les 30 dernières années, on a bien plus ouvert les vannes qu'on ne le fait aujourd'hui. Ensuite, sur la peur sociale, donc c'est pareil. La peur sociale, alors là c'est un énorme chantier. Je pense que c'est le chantier le plus important. Échapper à la peur sociale, c'est aller vers l'indépendance, vers l'autonomie. Et ça, c'est effectivement quelque chose auquel je réfléchis dans ma vie personnelle. Je n'ai pas encore résolu vraiment ce problème, mais je pense que c'est tout l'enjeu de la réflexion. J'ai d'ailleurs un vieux copain là qui m'a aussi m'a évoqué le sujet. J'ai vu que lui, il est un peu plus avancé dans le processus. Et effectivement, j'invite à réfléchir là-dessus. C'est-à-dire, de toute façon, les trois peurs dans lesquelles on essaie de nous enfermer, on peut toujours en sortir par une démarche de libération intellectuelle, tout d'abord, puis ensuite une démarche pratique d'autonomie, d'aller vers l'autonomie. Donc là, je vous invite à vous intéresser au survivalisme, à ce genre de choses, pour voir comment effectivement on peut accéder à une certaine forme d'autonomie. Voilà, mais après, il y a beaucoup de pistes possibles et envisageables. Voilà. J'arrête là donc cette vidéo sur le triptyque de la peur et donc la société de la peur dans laquelle nous vivons et comment, avec quelques pistes pour essayer d'y échapper, hein, puisque je pense qu'il faut quand même donner un petit peu d'espoir et de perspective. Mais je pense que déjà la première chose, c'est bien de comprendre ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer, et effectivement voir comment le mouvement dialectique, pour en venir à ça, puisque c'est notre sujet, le mouvement dialectique dans des forces productives aujourd'hui est en train de changer totalement le paradigme dans lequel nous vivons pour aller encore un petit peu plus loin dans l'aliénation du travailleur. Peut-être effectivement qu'on est vraiment au stade ultime et que nous sommes proches de l'effondrement. Quoi qu'il en soit, il faut le comprendre, il faut déjà s'y préparer, ne serait-ce que psychologiquement, pour bien comprendre et bien anticiper ce qui doit survenir après. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce seraient des sujets qu'il faudra en réalité creuser en profondeur. Là, je ne le fais que de manière superficielle parce que je ne peux pas faire des vidéos de 10 heures pour parler de tout ça vraiment dans le détail. Mais je vous invite à réfléchir ensuite à tout ce que je vous ai dit là, à creuser un petit peu les sujets pour, euh, pour effectivement mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.